Tout ce que la pauvre fillette sans abri possédait était un vieux collier et le désespoir de sauver sa mère. Mais le PDG millionnaire a complètement changé son destin. Le vent glacial s'infiltrait dans chaque recoin de la station de métro fermée, là où le grondement des rames s'était tu avec la tombée de la nuit. Sous un vieux manteau troué et une couverture élimée, Louane serrait contre elle le corps frissonnant de sa mère. Élise toussait faiblement, une toux sèche qui brisait le silence comme une alarme silencieuse. La petite fille de 10 ans gardait les yeux ouverts, habituée à ne dormir que par fragments. Son monde n'était fait que de murs en béton, de courants d'air mordants et de regards fuyants. Et pourtant, dans sa main, elle tenait fermement un objet qu'elle ne lâchait jamais, pas même en rêve. Un vieux collier, au pendentif de pierre bleue, terni par le temps, mais intact. Un héritage, disait sa mère. Un trésor d'une autre vie, d'un autre temps que Louane n'avait jamais connu. Chaque matin, Louane partait à la recherche de ce que la journée voulait bien lui accorder. Un peu de nourriture, quelques pièces, parfois un regard compatissant. Elle connaissait les rues de Paris comme personne. Les passants pressés de la rue Lafayette, les boulangers du quartier de la République, les coins plus cléments où l'on pouvait espérer un peu de chaleur sans se faire chasser. Elle évitait les uniformes, les travailleurs sociaux, tous ceux qui pourraient séparer une fille de sa mère au nom d'une aide qu'elle ne comprenait pas. Élise refusait catégoriquement d'être hospitalisée, et Louane, malgré son jeune âge, comprenait cette peur viscérale. Tant qu'elles étaient ensemble, il y avait encore de l'espoir. Le jour où tout commença à changer, Louane s'était levée avant l'aube. Le froid était plus intense que d'habitude, et la respiration de sa mère plus faible. Elle la couvrit autant qu'elle put, puis se glissa hors de la station, le collier caché sous son pull. Elle marcha jusqu'au quartier Opéra, où les vitrines des pâtisseries luxueuses étalaient viennoiseries dorées et chocolats brillants comme des bijoux. Elle s'adossa au mur d'un bâtiment, les bras croisés, l'estomac vide, mais l'esprit fixé sur un seul objectif, ramener quelque chose à manger, n'importe quoi. Les gens passaient sans la voir. Une femme changea de trottoir. Un homme feignit de parler au téléphone. Louane ne suppliait pas, ne parlait pas. Elle attendait qu'un miracle arrive, comme dans les histoires que sa mère lui racontait autrefois. Elle n'était plus une enfant naïve, mais elle croyait encore un peu à la magie, surtout celle qui venait des pierres bleues et des souvenirs oubliés. Elle repensa à la voix d'Élise, faible mais douce, lui répétant souvent que ce collier appartenait à sa propre mère, venue de la Bretagne. Une femme forte, disait-elle, qui croyait aux liens du sang et aux promesses invisibles. Louane aimait y croire. Cela lui donnait la force d'avancer, de tendre la main, même quand personne ne la voyait. Ce matin-là, alors que la ville s'éveillait sous un ciel gris, Louane décida de s'approcher d'une boulangerie chic, attirée par l'odeur enivrante de la pâte chaude. Elle observa les clients bien habillés qui sortaient, sac en main, visage fermé. Puis, poussée par une impulsion qu'elle ne comprenait pas elle-même, elle s'avança un peu trop près de la porte. Un homme en costume sombre sortit à ce moment précis. Il tenait un gobelet de café brûlant et un sac en papier rempli de viennoiseries. Louane, distraite par la chaleur et l'arôme, ne le vit pas venir. Elle trébucha et heurta son bras. Le café se renversa en partie sur son manteau, le sac tomba au sol et l'homme s'arrêta brusquement. Il la regarda avec une irritation visible. Sa voix fut sèche, presque tranchante. « Fais attention, bon sang !» Louane recula instinctivement, baissant les yeux. Mais quelque chose dans son regard la retint. Il fronça les sourcils, la fixa plus intensément. Son regard glissa alors vers le cou de la fillette, où la pierre bleue du collier venait de glisser hors du pull, exposée un instant à la lumière du matin. L'homme resta figé, comme frappé par une image du passé. Louane, confuse, tira vivement le collier sous ses vêtements et s'apprêta à s'enfuir. Mais l'homme ne bougea pas. Il regarda longuement l'endroit où se trouvait la pierre, puis la petite, silencieuse. Une seconde de plus, puis il détourna les yeux, ramassa son sac et repartit sans un mot. Louane resta là, tremblante, sans comprendre ce qui venait de se passer. Elle ne savait pas encore que cette seconde d'hésitation venait de fissurer quelque chose de solide, d'inflexible, et que l'homme qu'elle venait de heurter, Adrien Beaumont, n'était pas un passant comme les autres. Le lendemain matin, le ciel de Paris s'était assombri plus vite que prévu, comme si la ville elle-même pressentait qu'une tempête, bien plus humaine que météorologique, se préparait dans le secret de ses rues. Le rythme effréné de la capitale battait son plein. Les klaxons résonnaient dans les boulevards. Les pas pressés sur les trottoirs se mêlaient aux voix impatientes des passants.
Mais au cœur de cette agitation, Louane reprenait son poste invisible, comme chaque matin, non pas par choix mais par nécessité. Assise sur les marches en pierre grise d'un immeuble voisin de la même boulangerie luxueuse, elle observait silencieusement les allées et venues. Elle n'attendait pas un miracle, cette époque était révolue, mais un moment de faiblesse, un reste de viennoiserie jeté trop vite, un regard distrait qui lui permettrait de s'approcher sans faire peur. Elle avait laissé Élise à la station, enveloppée de tout ce qu'elle possédait encore de chaud. La toux de sa mère s'était aggravée pendant la nuit, et Louane avait compris que le temps pressait. Elle avait voulu mendier près de l'hôpital, mais la peur des services sociaux la ramenait sans cesse à ce quartier plus anonyme où les regards se détournaient plus facilement. Pourtant, cette fois, quelque chose était différent. Elle ne cessait de penser à l'homme de la veille. Le ton de sa voix, dur et tranchant, résonnait encore dans ses oreilles. Mais surtout son regard, ce moment suspendu où ses yeux s'étaient fixés sur son collier. Il n'y avait pas eu que de la surprise ou de la colère dans ce regard. Il y avait eu un doute, une sorte de mémoire lointaine, troublée. Louane ne savait pas son nom, ni d'où il venait. Elle n'avait retenu que son visage tendu, ses traits nets, son costume sombre. Dans les histoires que sa mère lui racontait autrefois, ce genre d'homme ne s'arrêtait jamais. Il passait comme les ombres des grandes tours, indifférent et inaccessible. Pourtant, lui s'était arrêté une seconde, et parfois, une seule seconde suffisait pour faire basculer un destin. Louane en était persuadée. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme, Adrien Beaumont, président-directeur général d'une entreprise de technologie, parmi les plus influentes de France, n'avait pas oublié non plus. Toute la nuit, l'image de la fillette et de la pierre bleue n'avait cessé de hanter ses pensées. Il n'était pas homme à se laisser troubler. Sa vie était calibrée, millimétrée entre les réunions stratégiques, les levées de fonds internationales et les apparitions dans les médias. À 38 ans, il incarnait la réussite froide et méthodique, bâtie sur des décisions sans émotion. Mais cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, il s'était surpris à ne pas pouvoir se concentrer. Le matin venu, sans savoir vraiment pourquoi, il avait pris la même route. Son chauffeur lui avait proposé un autre trajet, mais Adrien avait insisté. Il s'était arrêté à la même boulangerie, commandé le même café noir comme si rejouer la scène allait lui permettre d'en comprendre les nuances. En sortant, ses yeux balayèrent les alentours, cherchant inconsciemment une silhouette frêle, un regard d'enfant. Elle était là, à une dizaine de mètres. Elle ne le vit pas immédiatement, occupé à ajuster un bout de tissu sur sa chaussure usée. Il s'approcha, hésitant. Ce n'était pas un homme qui connaissait l'hésitation. Mais quelque chose en lui, quelque chose d'enfoui, d'inexplicable, l'obligeait à ne pas détourner le regard. Louane leva les yeux, et cette fois, elle le reconnut tout de suite. Elle se redressa, méfiante, prête à fuir si nécessaire. Adrien s'arrêta à 2 pas. Il observa l'enfant, puis son cou, où le collier avait été glissé hors de vue. Il parla d'une voix plus calme que la veille. « Ton collier, il est ancien ?» La question surprit Louane. Elle resta silencieuse, les yeux fixés sur l'homme. Il ne criait pas. Il ne semblait pas fâché, c'était pire. Il semblait curieux. Elle finit par répondre d'un ton prudent. « C'était à ma grand-mère. » Avant qu'elle parte, Adrien hocha la tête, les mains dans les poches, comme pour ne pas l'effrayer. Il aurait voulu demander plus, savoir où elle vivait, qui était sa mère, pourquoi elle était là. Mais il savait que trop de questions feraient fuir l'enfant. Alors il tendit lentement le sac de viennoiserie. « Tu as mangé ce matin ?» Louane hésita. Chaque geste, chaque mot de cet homme sentait le piège, mais aussi une chance. Elle tendit la main sans un mot, prit le sac et recula d'un pas. Adrien n'insista pas. Il observa le visage de la fillette, si jeune et pourtant marqué par une dureté que seuls les adultes brisés connaissent. Puis, sans explication, il fit demi-tour et repartit. Ce soir-là, dans un appartement luxueux, au dernier étage d'un immeuble du 8e arrondissement, Adrien ouvrit un coffre oublié depuis des années. Il n'y touchait jamais. À l'intérieur, des lettres anciennes, des photos en noir et blanc, des objets ayant appartenu à sa grand-mère paternelle. Et là, au fond, presque identique, un collier, même chaîne, même pierre bleue. Il le prit en main, le cœur battant plus fort qu'il ne voulait l'admettre. Il n'était pas un homme de coïncidence. Mais parfois, la vie décidait pour nous.
L'agitation parisienne s'étendait comme une mer de visages anonymes, d'ombres pressées et de pas impatients résonnant sur les pavés. Pourtant, au cœur de cette cadence urbaine, quelque chose résistait au tumulte. L'image persistante d'une fillette aux yeux cernés, tenant contre elle un collier ancien à la pierre bleue. Adrien Beaumont, malgré les réunions impérieuses et les dossiers en attente, ne pouvait effacer cette vision de son esprit. Sa mémoire visuelle, si redoutable en affaires, était soudain occupée par le regard de cet enfant et surtout par ce bijou. Il avait tenté de se convaincre que ce n'était rien. Une coïncidence, une impression, un jeu cruel de son subconscient, ravivé par la fatigue ou le stress. Mais dès l'instant où il avait redécouvert dans son coffre familial un collier identique, il avait compris qu'il ne pouvait ignorer plus longtemps ce lien mystérieux. Le pendentif reposait désormais sur son bureau, juste à côté de son ordinateur. Il n'en avait parlé à personne, pas même à son assistante, pas même à ses conseillers. C'était une affaire intime, et Adrien ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il avait laissé l'intime prendre le pas sur le professionnel. Il retourna dans le quartier dès le surlendemain, invoquant un faux rendez-vous auprès de ses collaborateurs. Il avait besoin de réponses. Et il savait que cette fillette, avec ses habits trop grands et ses gestes trop adultes, pouvait peut-être en offrir quelques-unes. Il la retrouva au même endroit, plus discrète cette fois. Elle semblait l'avoir vue arriver de loin, mais n'avait pas fui. Elle avait appris à mesurer les gens en une fraction de seconde, et Adrien avait franchi, sans même le savoir, cette ligne floue entre la menace et l'espoir. « Tu t'appelles comment » demanda-t-il, sa voix volontairement posée. Elle le regarda sans répondre tout de suite. La méfiance n'était pas un réflexe, c'était sa nature. Mais au bout de quelques secondes, elle souffla. « Louane. » Puis, comme pour établir les règles du jeu, elle ajouta « J'ai pas besoin de rien. » Adrien hocha la tête. « Moi non plus. » Il s'assit sur le rebord d'un muret, à bonne distance. Il savait intuitivement que l'approche directe serait inutile. Il sortit une photo ancienne de sa poche, une image jaunie montrant deux jeunes femmes, l'une d'elles portant le même collier que celui de Louane. Il ne dit rien. Il posa simplement la photo entre eux. Louane la regarda, ses yeux s'écarquillant légèrement. Elle ne toucha pas l'image, mais on voyait bien qu'elle reconnaissait quelque chose. Ou quelqu'un. Ma mère a dit que le collier appartenait à sa mère. La voix de Louane était grave, presque rauque. Elle venait de Bretagne. Adrien sentit une tension dans sa poitrine. Sa propre grand-mère, Margot, avait toujours parlé d'une sœur perdue, disparue après la guerre. La famille avait coupé les ponts. Les raisons n'avaient jamais été claires. Une adoption, une brouille, un départ précipité. Il n'avait jamais cru que cette légende familiale puisse avoir des racines réelles. Et pourtant, « Est-ce que ta mère est ici ?» demanda-t-il doucement. Louane acquiesça, puis se leva sans un mot, lui faisant signe de la suivre. Ils marchèrent en silence jusqu'à la station de métro désaffectée où Élise reposait, recroquevillée contre le mur, son visage pâle et ses lèvres bleuies par le froid. Adrien s'arrêta net. Ce n'était pas seulement la misère qui le frappa, c'était la ressemblance. Quelque chose dans les traits d'Élise évoquait vaguement les femmes de sa propre famille, une impression fugace mais insistante. Il s'agenouilla à bonne distance. Élise ouvrit les yeux, et pendant une seconde, Adrien crut y voir une étincelle de reconnaissance. « Je m'appelle Adrien Beaumont. Je veux vous aider, » dit-il. Mais Élise secoua la tête faiblement. « Pas d'hôpital, pas d'assistante sociale. Ce n'est pas ce que je propose, » répondit-il, même s'il ne savait pas encore ce qu'il proposait exactement. Il resta là quelques minutes, puis tendit à Louane une petite enveloppe. « Il y a assez pour acheter ce dont vous avez besoin. Rien de plus. Je reviendrai. » Et il s'en alla sans demander de remerciements. Cette nuit-là, il fit des recherches. Il contacta un vieil archiviste familial, récupéra les carnets de Margot, relut les correspondances entre elle et ses sœurs. Une mention revint plusieurs fois. Eux partis pour Paris en 1957, la pierre bleue a été transmise. Il ne comprenait pas tout encore, mais il avait désormais la certitude que ce n'était pas le hasard qui l'avait mis sur le chemin de Louane. C'était une boucle qui se refermait. Pendant les jours suivants, il revint chaque matin. Parfois, il apportait des médicaments, parfois des vêtements. Il ne restait jamais longtemps. Louane avait cessé de le fuir. Élise acceptait son aide en silence. Une sorte de trêve s'était installée entre eux.
Et dans cette trêve, Adrien sentait poindre une vérité plus vaste, plus dérangeante. Il n'avait jamais rien fait d'aussi important que ce qu'il faisait en cet instant. Le ciel de Paris semblait plus lourd que d'ordinaire, saturé de nuages gris qui, sans verser une seule goutte, pesaient sur les toits comme une menace silencieuse. Adrien Beaumont, pourtant habitué au poids du monde des affaires, sentait cette lourdeur d'une manière nouvelle. Depuis plusieurs jours, il maintenait un équilibre précaire entre son quotidien de dirigeant et cette réalité parallèle, brutale et invisible que Louane et Élise lui avaient révélée. Chaque visite à la station de métro, chaque échange silencieux avec Louane, chaque regard éteint d'Élise devenait un rappel que le confort dans lequel il évoluait était un privilège rarement mérité, souvent hérité. Ce matin-là, il n'était plus venu les mains vides. Dans sa voiture, il avait fait charger un sac de provisions, des médicaments prescrits par un médecin qu'il avait discrètement consulté à partir des symptômes décrits par Louane et une couverture thermique. Mais plus encore, il avait pris une décision, faire soigner Élise. La lente dégradation de sa santé devenait trop dangereuse. La dernière fois, elle n'avait presque pas ouvert les yeux. La fièvre montait. Elle délirait parfois, parlant à des absents, confondant passé et présent. Louane faisait tout ce qu'elle pouvait, mais elle n'avait que 10 ans. Quand Adrien arriva à la station, Louane était agenouillée auprès de sa mère, lui tenant la main, les traits tirés par la fatigue. Elle leva les yeux en le voyant, et il lut immédiatement une chose qu'il n'avait pas encore vue chez elle, la peur. Non pas la peur de lui, mais celle que l'instant présent soit le dernier. Il s'approcha lentement, posa un genou à terre à leur côté. Élise haletait, le visage moite de sueur. « Elle ne peut pas rester ici, dit-il simplement d'une voix calme. Elle a besoin d'un vrai lit, de soins. » Louane secoua la tête. « Ils vont me prendre. » Adrien sentit cette phrase lui transpercer la peau. Il savait que Louane n'exagérait pas. Le système social, aussi bien intentionné soit-il, pouvait parfois détruire ce qu'il cherchait à protéger. Il avait vu des cas où la séparation était imposée dès l'hospitalisation, sous prétexte d'évaluation. Mais il ne pouvait pas rester passif. « Pas maintenant. Je connais un endroit, dit-il après un silence. Une clinique privée. Pas d'administration, pas de questions. Je peux payer. Ils ne diront rien. » Louane resta silencieuse. Elle regardait sa mère, puis Adrien, puis encore sa mère. Elle semblait écartelée entre la peur et la raison. Finalement, Élise ouvrit les yeux et murmura faiblement « Va avec lui. Je ne veux pas mourir ici. » Ce fut tout ce qu'il fallut. Adrien appela discrètement un véhicule banalisé, équipé d'un brancard sans sigle médical. En moins d'1 heure, Élise était transportée dans un établissement discret à l'ouest de Paris. Là, dans une chambre blanche, sous la lumière douce de néons silencieux, elle fut installée, perfusée, soignée. Louane resta à ses côtés sans un mot, comme une sentinelle. Adrien observa la scène depuis l'encadrement de la porte, incapable de détourner les yeux. Un médecin lui murmura que l'état d'Élise était critique, mais réversible. Si elle avait été amenée 2 jours plus tard, les choses auraient pu être différentes. Pourtant, même au cœur de cette victoire fragile, la réalité revint frapper. À la sortie de la clinique, Adrien fut intercepté par un appel urgent de son assistante. Le conseil d'administration voulait une réunion en urgence. L'actionnaire principal, Claire Morel, une femme redoutée pour sa froideur stratégique, avait convoqué une session spéciale. Des rumeurs circulaient déjà sur le comportement étrange du PDG, son absence inexpliquée, ses fréquents détours dans des quartiers peu recommandables. Adrien comprit que sa double vie allait devenir intenable. Le lendemain, dans la salle de réunion vitrée de la tour Beaumont, le ton était glacial. Claire, dans son tailleur impeccable, ouvrit la séance avec une voix tranchante. « Nous avons observé une baisse de votre participation aux décisions stratégiques ces 2 dernières semaines. Les investisseurs s'inquiètent. Vos priorités semblent désalignées. » Adrien garda son calme. Il avait anticipé cette confrontation, mais il n'avait pas prévu à quel point elle viendrait si tôt. « J'ai pris du recul sur certains points, c'est vrai, mais cela ne remet pas en cause la vision à long terme. » Claire ne s'y pas. Nous parlons ici de millions d'euros d'investissement. Vos absences soulèvent des questions. Vous avez été vu à plusieurs reprises dans des zones à haut risque, en compagnie de sans-abri. Un frisson parcourut la salle. Les mots étaient lancés. Adrien sut alors qu'un choix allait s'imposer. Il pouvait mentir, détourner la conversation,
inventer une opération philanthropique où il pouvait garder le silence et protéger Louane et Élise. Il choisit le silence. La réunion fut levée sur une décision provisoire. Une évaluation serait menée sur sa capacité à continuer de diriger la société. Claire avait gagné du temps, mais elle n'avait pas encore remporté la guerre. Adrien savait que la bataille ne faisait que commencer. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, une fillette de 10 ans attendait, veillait, espérait que l'homme au costume continue de venir, de les voir, de ne pas les oublier. Mais déjà, la première porte s'était refermée. Les jours suivants se déroulèrent dans une tension étrange, comme si le monde d'Adrien s'était scindé en deux réalités irréconciliables. D'un côté, la haute tour de verre et d'acier où les décisions milliardaires étaient reprises avec des poignées de main froides et des sourires calibrés. De l'autre, une chambre de clinique privée, blanche et sans artifice, où une femme luttait pour sa vie et une enfant luttait pour ne pas perdre ce qui lui restait de repères. Adrien Beaumont, homme de stratégie et de contrôle, se retrouvait pris dans une spirale qui échappait à toute logique financière, mais à laquelle il ne pouvait plus tourner le dos. Chaque soir, après des journées pleines de silence tendu et de regards soupçonneux au sein du conseil d'administration, il rejoignait discrètement la clinique. Là, il s'asseyait près du lit d'Élise, parfois sans un mot. Par moments, elle ouvrait les yeux, encore fiévreuse, et le regardait comme si elle cherchait à se souvenir de quelque chose. Louane ne parlait presque pas. Elle gardait le collier autour de son cou, plus serré que jamais, comme si la pierre bleue pouvait encore protéger ce qui restait de son monde. Un soir, alors que la lumière tamisée projetait des ombres douces sur les murs de la chambre, Adrien apporta un sachet de livres d'enfants, pensant distraire Louane. Parmi eux, un petit album illustré retraçant des légendes bretonnes. En voyant la couverture, Louane haussa les sourcils. « Ma mère m'en racontait une pareille », dit-elle en feuilletant les pages. « Une femme qui gardait une pierre magique, transmise de mère en fille. Elle disait que notre famille venait d'un village près de la mer. » Adrien sentit une sensation étrange l'envahir, une tension familière, presque électrique. Il connaissait cette histoire. Il l'avait entendue enfant, assis sur les genoux de sa grand-mère Margot, qui lui parlait d'une pierre bleue comme les yeux de l'océan. Une pierre qui avait, selon elle, appartenu à une sœur perdue. Cette sœur, dont le nom avait été rayé des carnets de famille, dont les photos avaient disparu, mais dont les légendes murmuraient encore au détour des conversations entre anciens. Il se leva brusquement et quitta la pièce, sous le regard inquiet de Louane. De retour chez lui, il fouilla frénétiquement les vieux cartons que son père avait laissés après sa mort. Parmi des piles de papier jauni, il trouva un carnet à la couverture de cuir usé, tenu par Margot elle-même. Les pages contenaient des fragments de souvenirs, des réflexions, des noms de lieux, Lochronan, Pont-Aven, Plouharnel. Mais ce fut une note, presque illisible, qui le figea. Ma sœur Edith est partie avec un homme en 1957. Elle était enceinte. Elle portait encore le collier. Je ne l'ai jamais revue. Edith. Ce prénom ne disait rien à Adrien directement, mais dans l'un des rares moments où Élise avait parlé lucidement, elle avait murmuré « C'était le bijou d'Edith, de maman ». Cette concordance, ce fil ténu entre les générations, lui donna le vertige. Il comprit alors que ce collier n'était pas simplement un bijou ancien, ni un talisman inventé par l'enfance. C'était une preuve vivante, tangible, d'un lien de sang brisé depuis des décennies. Il retourna aussitôt à la clinique. Louane dormait, recroquevillée sur une chaise, sa main serrée autour de celle de sa mère. Adrien s'assit et pour la première fois, il parla longuement. Il raconta l'histoire de sa grand-mère, des légendes, du collier jumeau. Il parla d'Edith, de cette branche perdue de la famille. Élise, les yeux entr'ouverts, écoutait sans interrompre. Puis, dans un souffle presque imperceptible, elle murmura « Ma mère disait qu'on nous avait oubliés. » Le lendemain, Adrien prit une décision. Il confia à son avocat personnel une mission discrète. Rechercher tous les documents relatifs à la disparition d'Edith Beaumont, née en 1933, mentionnée dans les archives familiales. Parallèlement, il fit effectuer une analyse ADN sur un objet personnel de Louane sans qu'elle le sache, croisé avec un échantillon issu de ses propres affaires. Il ne voulait pas l'alarmer, mais il avait besoin de certitude. Les jours passèrent. À la clinique, l'état d'Élise s'améliorait lentement.
Sa voix revenait peu à peu et elle échangeait des mots doux avec sa fille. Louane reprenait des couleurs, même si l'ombre du doute planait encore sur elle. Adrien, de son côté, devenait de plus en plus distant de ses fonctions. Les dossiers s'accumulaient sur son bureau, les appels restaient sans réponse. Claire Morel, en embuscade, multipliait les interventions auprès du conseil. Mais Adrien n'en avait cure. Une autre vérité plus urgente, plus personnelle, se dessinait. Lorsque le résultat de l'analyse ADN arriva, il lut le document d'une traite. Les mots étaient clairs, indiscutables. Louane était sa cousine au second degré. Un lien familial réel, chiffré, confirmé. Ce qu'il avait senti confusément depuis le début était désormais gravé dans un rapport officiel. Il retourna à la clinique le cœur serré, mais aussi libéré d'un poids. Louane l'attendait, assise dans le couloir, les mains croisées sur ses genoux. Il s'agenouilla devant elle et dit simplement « On est de la même famille, Louane ». Elle le fixa longuement. Puis, dans un geste lent, elle sortit le collier de sous son pull et le tendit vers lui. « C'est pour ça que vous vous êtes arrêté ce jour-là? À cause de la pierre ?» Il prit doucement le bijou entre ses doigts. « Oui, et parce que, parfois, les choses qu'on croyait perdues reviennent. » Louane ne répondit pas. Mais pour la première fois, elle s'appuya contre lui. Ce n'était ni une demande d'aide, ni une soumission. C'était un geste d'acceptation silencieuse. Un lien venait de se réparer. Le bruit de la pluie sur les vitres de son bureau résonnait comme un écho lointain dans l'esprit d'Adrien. La ville, noyée sous un rideau d'eau fine, poursuivait son rythme effréné, mais lui restait immobile, assis face à un écran qu'il ne regardait plus. Les chiffres, les graphiques, les prévisions financières perdaient leur importance. Ce qui le hantait désormais avait un autre visage, celui d'une fillette qui lui ressemblait plus qu'il n'osait l'admettre, d'une femme brisée par la vie qu'on avait laissée derrière, et surtout d'un collier qui avait fait remonter à la surface les décombres d'un passé que sa famille avait voulu enterrer. Le rapport d'analyse ADN reposait toujours sur son bureau plié en deux, comme si le simple fait de le regarder encore une fois risquait de briser le fragile équilibre qu'il s'efforçait de maintenir. Depuis la révélation, il n'avait plus mis les pieds à la tour centrale de Beaumont Technologies que pour des passages éclairs. Il évitait les réunions, déléguait les décisions et répondait à peine aux sollicitations des médias, pourtant de plus en plus insistants. L'absence prolongée de leur PDG commençait à alimenter les colonnes des journaux économiques. Et dans les cercles d'investisseurs, le nom d'Adrien Beaumont n'était plus prononcé avec l'assurance d'antan. Il savait que chaque minute qu'il passait loin de son poste renforçait l'emprise de Claire Morel sur le conseil d'administration. Il savait aussi qu'elle n'attendait qu'un faux pas pour le pousser définitivement vers la sortie. Mais il ne pouvait pas faire autrement. Il avait engagé un médecin à temps partiel pour Élise, qui restait encore fragile malgré l'amélioration de son état. Louane, de son côté, avait été installée temporairement dans une chambre voisine et il avait engagé une éducatrice spécialisée pour l'aider à reprendre le rythme d'une enfant de son âge. Il suivait tout de près, organisait discrètement les soins, surveillait les progrès, mais refusait de médiatiser quoi que ce soit. Il ne voulait pas faire de cette histoire une vitrine philanthropique. C'était une affaire de famille, intime, douloureuse. Il se rendait chaque jour à la clinique, parfois en pleine nuit, toujours en secret. Il apportait des livres, des jeux de société, des vêtements neufs. Mais surtout, il écoutait. Louane, bien qu'encore méfiante, commençait à lui parler plus souvent. Elle lui racontait les mois passés dans les rues, les coins de la ville où dormir sans se faire repérer, les gestes appris pour protéger sa mère sans attirer l'attention. Elle parlait sans plainte, sans fierté non plus, comme si cette survie faisait partie d'un quotidien qu'elle n'avait jamais remis en question. Adrien, en l'écoutant, sentait un mélange de honte et de respect. Honte de n'avoir jamais vu ces réalités, et respect pour cette petite fille plus forte que bien des adultes qu'il côtoyait. Mais plus les jours passaient, plus les conséquences de son éloignement professionnel devenaient visibles. Un matin, il fut convoqué à une réunion exceptionnelle. Claire y prit la parole d'une voix calme, mais ferme. Elle présenta une synthèse des absences d'Adrien, des décisions importantes prises sans lui et des retards accumulés sur des projets clés. Elle ne mentionna pas directement Louane ou Élise, mais laissa entendre que ses préoccupations personnelles nuisaient à la stabilité du groupe. Adrien ne répondit pas. Il savait que se justifier serait inutile, et surtout, il ne voulait pas exposer celle qu'il protégeait.
À la sortie de la réunion, un journaliste l'attendait au pied de la tour. La question fut directe. « Monsieur Beaumont, êtes-vous toujours apte à diriger une entreprise cotée en bourse alors que vous vous consacrez à des causes personnelles impliquant des sans-abri » Le mot claqua comme une gifle. Adrien ne répondit rien. Il passa devant les caméras, monta dans sa voiture et demanda au chauffeur de le conduire à la clinique. Quand il arriva, Louane l'attendait dans le couloir. Elle avait vu les actualités. Un autre enfant aurait été effrayé. Elle, non. Elle le regarda droit dans les yeux et dit « C'est à cause de moi ». Adrien s'agenouilla devant elle, posa ses mains sur ses épaules. « Non, c'est à cause de moi, parce que j'ai attendu trop longtemps pour faire ce qui était juste. » Cette nuit-là, il rentra chez lui seul. Il ne dormit pas. Il relut les lettres de Margot, les carnets familiaux, les photos anciennes. Il comprit que sa mission avait changé. Il n'était plus question de statut, de poste ou de réputation. Il était question de réparer une histoire rompue, de rendre justice à une branche oubliée de sa famille. Il décida alors d'agir, pas pour sauver son poste, mais pour ouvrir une nouvelle voie, une qui, peut-être, réconcilierait enfin les deux mondes qu'il avait voulu séparer. Le lendemain, il convoqua un ancien partenaire, expert en droit des fondations. Ensemble, ils travaillèrent sur un projet. Créer une structure indépendante, financée par ses parts personnelles, dédiée à l'hébergement et à la réinsertion des familles en situation de rue. Ce ne serait pas un geste publicitaire, mais un acte structuré, durable, irréversible. Il voulait que Louane sache que ce qu'elle représentait dans sa vie allait au-delà d'un lien de sang. Il savait que ce chemin ne serait pas sans obstacle. Claire, les actionnaires, les journalistes, tous auraient des raisons de le critiquer. Mais il avait cessé de leur appartenir. Il appartenait désormais à quelque chose de plus profond, une mémoire retrouvée, une fillette aux yeux grands ouverts, et une femme malade dont le simple souffle suffisait à lui rappeler pourquoi il devait continuer. Il n'était plus seulement Adrien Beaumont, le PDG. Il était devenu, malgré lui, un homme qui devait porter le poids d'un passé oublié et le transformer en avenir. Le vent d'octobre s'infiltrait par les fenêtres d'un bureau où le silence était devenu un allié fidèle. Adrien, assis seul dans l'un des salons privés de sa résidence secondaire à Neuilly, passait ses soirées plongé dans des archives, des journaux anciens et des actes de naissance qu'il avait réussi à se procurer grâce à l'intervention discrète de son notaire personnel. L'identité d'Édith Beaumont, la sœur oubliée de Margot, commençait peu à peu à se dessiner avec précision. Mais les pistes restaient éparses, floues, comme effacées volontairement du registre familial. Chaque découverte suscitait plus de questions que de réponses, mais Adrien, désormais animé par une détermination qui dépassait tout ce qu'il avait connu, refusait d'abandonner. Ce fut dans un carnet noirci de pattes de mouche, relégué au fond d'un coffre qu'il n'avait jamais eu le courage d'ouvrir, qu'il tomba sur ce qu'il considéra comme la clé manquante. Il y était noté, entre deux anecdotes de jeunesse de Margot, Édith, partie pour Paris avec un certain Jules Morel, ancien d'Algérie, famille opposée, silence imposé. Elle attendait un enfant. Le nom fit frémir Adrien. Morel, comme Claire. Le lien ne pouvait pas être anodin. Il décida de pousser l'enquête, d'abord dans les registres d'état civil, puis dans les archives privées auxquelles il avait accès en tant que mécène d'un cercle historique parisien. Les résultats furent stupéfiants. Jules Morel était bel et bien l'oncle de Claire Morel, le frère aîné de son père. L'homme était rentré d'Algérie au milieu des années 50, s'était installé à Paris, avait été brièvement marié, puis avait disparu des radars. Aucun acte de décès officiel, aucune mention publique, mais surtout aucun enfant déclaré à son nom. Adrien commença alors à faire le rapprochement. Si Édith avait eu un enfant avec Jules, cet enfant était probablement Élise. Et Élise, donc, était la cousine directe de Claire. Ce lien de sang entre les deux femmes, ignoré ou dissimulé, changeait radicalement la donne. Claire, qui œuvrait si froidement à l'évincer, partageait peut-être plus avec Élise qu'avec quiconque dans l'entreprise. Ironie tragique, comme si les destins s'étaient noués dans l'ombre pendant des décennies, attendant le bon moment pour se révéler. Ne souhaitant pas encore confronter Claire, Adrien poursuivit ses démarches en silence. Il engagea un historien spécialisé dans les filiations perdues et les dossiers d'adoption non officiels de l'après-guerre. Quelques semaines plus tard, l'homme revint avec un document rare, une lettre manuscrite non signée,
mais identifié comme appartenant aux archives de la mairie de Montmartre, daté de 1958. On y lisait « Je n'ai pas eu le courage de rester. J'ai confié ma fille à une nourrice en banlieue. Elle s'appelle Élise. Qu'elle me pardonne. » Ce témoignage déchirant, ajouté à une série de preuves indirectes, photographies, adresses, signatures concordantes, permit d'établir une vérité que nul ne pouvait plus nier. Élise était bien la fille d'Édith Beaumont et de Jules Morel, ce qui faisait de Louane la descendante directe des deux lignées familiales, héritière involontaire d'une histoire complexe, chargée de secrets et de silence. Cette découverte bouleversa Adrien. Il se rendit à la clinique sans attendre, bouleversé, porteur d'un secret qui redéfinissait toute la dynamique de leur vie. Élise, encore faible mais lucide, écouta ses explications avec des larmes silencieuses. Elle n'avait jamais connu l'identité de son père, et le nom de Morel ne lui évoquait qu'un vague souvenir de discussions étouffées. Louane, de son côté, ne comprenait pas encore toute la portée de ce qu'Adrien venait de révéler, mais elle saisit, dans le regard de sa mère, que quelque chose d'énorme venait de se briser, ou peut-être de se réparer. Dans les jours qui suivirent, Adrien fit tout pour protéger cette nouvelle vérité. Il demanda à son avocat de rédiger un document confidentiel, consignant la lignée familiale retrouvée, mais le garda pour l'instant hors de toute procédure officielle. Il savait que Claire, si elle apprenait cette connexion, ferait tout pour l'étouffer ou s'en servir à ses propres fins. Le moment de la confrontation viendrait, mais il ne devait pas être précipité. Sur un autre front, Adrien commença à envisager un avenir pour Louane et Élise. Il visita des appartements dans le 15e arrondissement, proches de parcs, d'écoles et de structures médicales. Il fit appel à des éducateurs, des assistants sociaux de confiance, cette fois choisis par ses soins, indépendamment du système étatique. Il refusa l'implication d'organismes publics, préférant financer chaque initiative par ses propres moyens. Il ne voulait pas seulement les sortir de la rue, il voulait leur offrir une dignité, une stabilité, un futur. La presse, cependant, devenait de plus en plus insistante. Des rumeurs sur ses absences, sur un prétendu lien avec une famille de sans-abri, circulaient dans les couloirs de la tour Beaumont. Claire multipliait les réunions à huis clos, usait de son influence pour semer le doute. Certains actionnaires commençaient à exprimer ouvertement leur inquiétude. Adrien le savait. Le compte à rebours était lancé. Il aurait bientôt à affronter le conseil, répondre publiquement de ses actes et justifier des décisions qui ne répondaient à aucune logique de marché. Mais cette fois, il se sentait prêt, armé non seulement de documents et de preuves, mais d'une certitude qu'aucun conseil ne pouvait effacer, celle d'avoir retrouvé une part essentielle de son histoire. Une vérité dont la pierre bleue n'était que le symbole, mais dont le cœur battait désormais dans les gestes tendres d'une fillette qui, sans jamais rien demander, avait redonné un sens à sa vie. Le scandale éclata comme une déflagration, sans préavis, sans sommation. Un jeudi matin, alors que le ciel de Paris s'annonçait limpide et que la ville reprenait son ballet habituel de klaxons et de pas pressés, les journaux financiers les plus influents affichèrent en première page une photo d'Adrien Beaumont sortant d'une clinique discrète, tenant la main d'une fillette. Le titre, en lettres noires, était brutal. Le PDG de Beaumont Technologies impliqué dans une affaire personnelle avec des sans-abri. Question sur sa stabilité. Les mots étaient froids, choisis avec soin pour semer le doute, provoquer la polémique et briser une réputation. Claire Morel n'attendit pas une seconde pour réagir. Dès 9 heures, elle convoqua une session d'urgence du conseil d'administration, exigeant une mise à l'écart temporaire du PDG pour préserver l'image et les intérêts de l'entreprise face à l'opinion publique et aux actionnaires. Adrien, déjà informé par son assistant de la publication, ne tenta pas de s'y opposer. Il se présenta à la réunion vêtu de noir, silencieux, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux clairs d'une résolution profonde. Les échanges furent brefs, techniques. Claire, implacable, égrena les faits comme un procureur en plein procès. Absence prolongée, refus de répondre aux sollicitations stratégiques, prise de décision sans concertation et, désormais, exposition de l'entreprise à un scandale moral dont l'impact sur les actions en bourse commençait déjà à se faire sentir. Adrien ne se défendit pas. Il n'offrit aucun argument, aucune justification. Il écouta nota mentalement chaque attaque, chaque mot qui servirait plus tard à sa propre reconstruction. À la fin de la séance, le verdict tomba. Suspension de ses fonctions pendant une période de 90 jours,
avec révision possible selon l'évolution de la situation. Claire, de facto, assurait l'intérim. La salle se vida dans un silence lourd. Ce soir-là, Adrien rentra seul. Il refusa les appels de ses avocats, n'ouvrit aucun mail, ne répondit à aucune question. Il se rendit à la clinique comme tous les soirs, mais cette fois, il trouva Louane recroquevillée dans un coin du couloir, un téléphone à la main. Elle l'avait vu. Elle avait lu les titres, compris les images. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il sut qu'elle s'en voulait. « C'est ma faute », murmura-t-elle. « Si je n'étais pas là, personne ne dirait ces choses. » Adrien s'agenouilla devant elle, posa ses mains sur ses joues fines. « Écoute-moi bien, ce qu'ils disent de Lador n'a rien à voir avec toi. Ils disent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais moi, je sais, et je ne changerai rien. » Louane ne répondit pas tout de suite. Elle s'accrocha à lui, silencieuse, comme si ce contact suffisait à contenir la tempête qui grondait autour d'eux. Élise, dans la chambre voisine, avait entendu les nouvelles aussi. Elle ne dit rien non plus, mais son regard exprimait une inquiétude nouvelle, presque coupable. Elle savait que sa présence, leur histoire, devenaient des armes entre les mains d'intérêts qu'elle ne pouvait même pas nommer. Le lendemain, Adrien décida de reprendre le contrôle. Il convoqua ses avocats, ses conseillers, et prépara une déclaration. Il refusa les interviews, les plateaux de télévision, les faux débats. Il voulait dire la vérité, une fois, clairement, publiquement. Il choisit une tribune écrite, publiée dans un journal national de référence, où il exposa calmement les faits, sa rencontre avec Louane, l'état de santé d'Élise, le lien familial retrouvé, et sa volonté de leur offrir une chance. Il n'implora pas la pitié, n'invoqua pas la charité. Il parla d'histoire, de mémoire, de responsabilité. Il signa « Adrien Beaumont » simplement. La réaction fut immédiate. Les réseaux sociaux se divisèrent entre ceux qui saluaient son courage et ceux qui y voyaient une stratégie de communication déguisée. Les analystes économiques restaient sceptiques, mais certains journalistes commencèrent à creuser plus profondément. On parla des origines bretonnes de la famille Beaumont, d'une sœur disparue, d'un collier ancien retrouvé. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement, hors du contrôle de Claire. Cette dernière, sentant le terrain lui échapper, intensifia ses efforts pour marginaliser Adrien. Elle fit fuiter des documents confidentiels sur ses dépenses personnelles, tenta de lancer une enquête interne sur une prétendue mauvaise gestion de fonds. Mais rien ne tenait vraiment. Les chiffres parlaient en faveur d'Adrien. Son bilan restait impeccable. Ce que Claire ne comprenait pas, c'est que son adversaire avait changé. Il n'était plus ce stratège distant. Il était devenu un homme poussé par une conviction intime, animé par des liens humains plus forts que les cours de la bourse. Pendant ce temps, à la clinique, Élise recommençait à marcher lentement, appuyée sur une canne. Louane avait recommencé à dessiner. Adrien, bien qu'évincé de son siège de pouvoir, était présent chaque jour. Il organisait discrètement leur relogement, finançait une équipe médicale spécialisée, entamait les démarches pour inscrire Louane dans une école privée où elle pourrait recevoir un soutien adapté. Il préparait aussi un dossier, épais, documenté, factuel, dans lequel il exposait les manœuvres internes de Claire depuis plusieurs mois, les conflits d'intérêts dissimulés, les réunions organisées en dehors des procédures réglementaires. Il ne se défendait plus. Il construisait sa riposte. Et pendant que les investisseurs, troublés mais attentifs, attendèrent de voir l'issue de cette guerre froide au sommet, une vérité plus grande que toutes les spéculations se consolidait. Louane n'était plus seule. Adrien non plus. Leur destin, lié par une pierre bleue, par une promesse ancestrale, devenait le cœur battant d'une histoire que le monde commençait tout juste à découvrir. La chute publique avait eu lieu. Mais parfois, il faut tomber pour savoir où l'on veut vraiment se relever. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux épais de la chambre, caressant le visage encore endormi de Louane. Assise à son chevet, Élise la regardait avec une expression que seule une mère ayant frôlé la mort pouvait porter, un mélange de gratitude silencieuse, de tristesse contenue et d'amour brut. Elle savait que sa fille avait vu et vécu trop de choses qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Et elle savait aussi que cette paix temporaire, cette chambre chauffée, ces draps propres et ce silence apaisant n'étaient pas un droit acquis, mais le fruit d'un enchevêtrement de décisions qui aurait pu ne jamais se produire. Adrien arriva peu après 8 heures. Il entra sans bruit, les traits tirés mais la démarche assurée.
Il avait passé la nuit à compiler, à trier, à assembler tous les documents nécessaires pour enclencher la procédure de relogement définitif. L'appartement qu'il avait choisi se trouvait dans un immeuble ancien du 15e arrondissement, rénové avec goût, situé à proximité d'un parc arboré et d'une école primaire réputée. Il avait tout prévu. Un accompagnement pédagogique personnalisé pour Louane, une infirmière à domicile pour Élise, un suivi psychologique discret et même un piano numérique pour les après-midi de musique, inspiré par les dessins de la fillette où l'instrument apparaissait régulièrement. Mais avant de leur annoncer la nouvelle, il s'assit auprès d'Élise. Les résultats du test ADN n'étaient plus seulement une information technique, ils étaient devenus, pour lui, un appel à l'action. Un rappel que le sang qui circulait dans ses veines liait désormais son avenir à celui de cette petite fille. Non pas par obligation, mais par choix. Il observa longuement Élise, puis sortit l'enveloppe contenant les documents officiels confirmant leur lien de parenté. Il l'attendit sans un mot. Elle l'ouvrit, lut lentement, ses mains tremblant légèrement. Lorsqu'elle releva les yeux, elle ne dit rien, mais elle hocha la tête. C'était un assentiment sans condition, une manière de dire « Je sais, je comprends ». Louane entra à ce moment-là, encore en pyjama, ses cheveux en bataille. Elle s'approcha timidement. Adrien lui sourit, puis l'invita à s'asseoir entre eux. Il sortit un plan de l'appartement, une photo imprimée du salon baigné de lumière et un petit trousseau de clés. « C'est chez vous maintenant », dit-il simplement. La réaction fut silencieuse. Louane prit les clés, les regarda longuement, puis les serra contre sa poitrine. Pas de cris, pas de larmes, juste une respiration profonde, comme si l'air elle-même redevenait un bien accessible. Pour la première fois depuis des mois, elle avait un lieu. Un endroit où elle pourrait accrocher ses dessins sans craindre la pluie, poser ses livres sans qu'on les vole, dormir sans se réveiller au bruit d'un train ou au pas menaçant d'un inconnu. Mais cette nouvelle stabilité n'était pas exempte de complications. Le système administratif, que même Adrien ne pouvait totalement contourner, exigeait des justifications, des signatures, des garanties. Et surtout, il fallait un statut légal. Élise, bien qu'en voie de guérison, n'était pas encore en mesure de remplir toutes les obligations nécessaires. Adrien prit donc une décision difficile. Il demanda à devenir tuteur légal temporaire de Louane, non pas pour la soustraire à sa mère, mais pour pouvoir agir légalement en son nom, le temps qu'Élise soit complètement rétablie. Il en parla d'abord à Élise, avec toute la prudence et la délicatesse qu'une telle proposition exigeait. La réaction fut d'abord de la surprise, puis de la peur. Mais Adrien insista. Ce n'est pas une séparation, c'est une protection, pour qu'elle ne soit plus jamais à la merci d'un système aveugle. Après une nuit de réflexion, Élise accepta. Elle savait qu'elle n'aurait peut-être pas d'autre chance d'assurer un avenir stable à sa fille. Elle signa les documents et Adrien enclencha la procédure. Dans les jours qui suivirent, il dut faire face à une série d'obstacles administratifs. Les services sociaux, bien que désorganisés, n'étaient pas dépourvus de méfiance. Il dut prouver ses intentions, ses capacités, sa probité. Il répondit à toutes les questions, présenta toutes les garanties et, à force de persévérance, obtint une validation provisoire. Louane était désormais, pour l'État, sous sa protection. Cette officialisation ne fit que renforcer l'attention médiatique. Des journalistes commencèrent à suivre chacun de ses déplacements. Des paparazzis tentèrent même d'entrer dans la clinique. Adrien fut contraint de renforcer la sécurité, de changer de numéro de téléphone et de limiter drastiquement ses apparitions publiques. Il devint, malgré lui, un symbole controversé. Pour certains, un héros moderne pour d'autres, un homme déséquilibré ayant perdu le sens des priorités. Mais il ne se défendait plus, il n'expliquait plus, il agissait simplement. Et pendant ce temps, Louane s'adaptait. Elle visita l'appartement, choisit la couleur de sa future chambre, commença à feuilleter les manuels scolaires qu'Adrien avait déposés dans sa bibliothèque. Elle ne parlait pas beaucoup, mais son regard changeait. Il devenait plus lumineux, plus stable. Elle riait parfois en regardant des dessins animés ou en lisant à voix haute des contes bretons. Elle retrouvait peu à peu l'enfance qu'on lui avait volée. Adrien, lui, se tenait toujours en retrait. Il observait, veillait, réparait. Et malgré le chaos autour de lui, malgré la menace constante que représentait Claire Morel, il sentait, au fond de lui, que pour la première fois de sa vie, il faisait exactement ce qu'il devait faire, non pas pour redorer un nom, ni pour préserver un empire,
mais parce qu'il avait compris une vérité essentielle. Parfois, les liens de sang ne suffisent pas à définir une famille. Ce sont les choix, les actes et les sacrifices qui donnent leur vraie valeur aux relations humaines. Et ce choix, il l'avait fait, définitivement. Le mois de novembre s'installait dans Paris avec sa rigueur habituelle, les feuilles tombant en silence sur les trottoirs détrempés et les passants pressés enfoncés dans leurs manteaux sombres. La capitale semblait ignorer le tumulte silencieux qui se déroulait dans les coulisses d'un combat bien plus complexe que ce que la presse avait résumé à une affaire de tutelle ou de philanthropie excentrique. Adrien Beaumont, désormais écarté de ses fonctions officielles, passait ses journées à jongler entre des rendez-vous administratifs, des consultations juridiques, des réunions confidentielles avec des partenaires et des visites quotidiennes à la clinique. Il était devenu un homme en guerre, mais sa bataille n'avait rien à voir avec une reconquête du pouvoir. Elle concernait un dossier beaucoup plus simple, mais infiniment plus difficile: garantir à Élise et Louane une vie normale, durable, légitime. Le premier obstacle se présenta sous la forme d'un courrier de la direction de la clinique privée. Malgré les paiements effectués ponctuellement par Adrien, la direction alertait qu'un séjour aussi prolongé devenait problématique. Officiellement, c'était une question de rotation des lits et de respect des procédures internes. Officieusement, c'était une pression exercée par des partenaires financiers qui n'appréciaient guère la médiatisation de cette affaire. On craignait que la clinique ne devienne, malgré elle, le centre d'un feuilleton médiatique indésirable. Adrien tenta d'abord de négocier en douceur, puis offrit de couvrir 1 an de frais supplémentaires à l'avance. Mais même cet argument ne suffisait plus. Il dut se résoudre à envisager une sortie anticipée, bien qu'Élise ne soit pas totalement remise. Il activa alors un autre levier, un accord privé avec un réseau de soins à domicile de haut niveau. Il installa dans le futur appartement de Louane et Élise un équipement médical adapté, fit venir un lit d'hôpital discret mais efficace et embaucha une infirmière expérimentée, logée à proximité. Ce transfert, cependant, exigeait l'aval des services sanitaires, et c'est là que le système montra son vrai visage. Le dossier fut immédiatement bloqué par une demande d'évaluation sociale. Il fallait prouver que la nouvelle résidence répondait à toutes les normes, que la tutelle légale ne cachait pas une adoption déguisée, que l'argent engagé ne visait pas à contourner les procédures. Adrien se retrouva convoqué à une série d'entretiens avec des inspecteurs sceptiques qui voyaient en lui un homme riche tentant d'acheter la paix, voire d'étouffer un scandale familial. Il comprit rapidement que sa notoriété jouait contre lui. Là où un inconnu aurait été aidé par la compassion, lui était jugé avec suspicion. Il représentait un monde qu'il considérait comme manipulateur, opaque, potentiellement dangereux. Mais Adrien n'était pas homme à reculer. Il présenta des rapports détaillés, appela à témoigner les médecins, les éducateurs, les psychologues. Il déposa des garanties bancaires, proposa des suivis réguliers par des organismes indépendants, engagea même un médiateur externe pour superviser le processus. Chaque jour, il avançait d'1 centimètre dans un marécage juridique où la logique semblait obéir à des règles invisibles. Louane, pendant ce temps, faisait preuve d'une patience rare. Elle visitait régulièrement son futur appartement, préparait ses affaires, dessinait des plans d'aménagement. Elle n'osait pas croire que cela pourrait échouer, mais son silence inquiet trahissait une peur qu'elle ne savait pas nommer. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui après un rendez-vous particulièrement tendu avec un directeur d'agence de protection de l'enfance, Adrien reçut un appel de son avocat. Claire Morel avait fait déposer un dossier auprès du conseil d'administration, suggérant une enquête sur un possible conflit d'intérêts entre les activités philanthropiques d'Adrien et les ressources de l'entreprise. Elle prétendait que des fonds indirects avaient pu être utilisés pour financer le relogement de Louane et Élise, insinuant qu'il avait mélangé ses finances personnelles et celles de Beaumont Technologies. C'était une attaque basse, perfide, mais potentiellement dangereuse. Adrien, sans perdre son sang-froid, réunit immédiatement tous les relevés, reçus, contrats. Il prouva que chaque euro dépensé l'avait été depuis un compte personnel distinct, que les fondations créées étaient juridiquement séparées de l'entreprise et que le personnel engagé agissait sur des contrats strictement privés. Mais il savait que ce n'était pas suffisant. Dans un monde où la réputation valait autant que les preuves, il lui fallait quelque chose de plus solide. Il décida alors de faire appel à un auditeur externe, une figure incontestée du monde économique, qu'il avait respecté depuis ses débuts,
Cette femme, ancienne magistrate et experte en conformité financière, accepta de passer au crible toutes les opérations d'Adrien depuis le début de l'affaire. Pendant 2 semaines, elle étudia chaque ligne comptable, chaque transfert, chaque contrat signé. À la fin de son audit, elle publia un rapport clair, public, diffusé à la presse économique. Aucune irrégularité, aucune infraction, aucune confusion d'intérêts n'a été constatée. Le soutien apporté à la famille concernée relève de l'action privée, justifiée et moralement exemplaire. Ce rapport fit l'effet d'un contre-feu. Plusieurs journalistes revinrent sur leurs articles précédents. Certains chroniqueurs influents commencèrent même à reconsidérer l'image d'Adrien. Il ne s'agissait plus du PDG déchu tombé dans une folie affective, mais d'un homme qui avait mis sa position au service d'une cause réelle, humaine. Les réseaux sociaux, autrefois partagés, se rééquilibrèrent. Des témoignages commencèrent à émerger d'anciens collaborateurs, de partenaires, de voisins d'enfance. Tous confirmaient que l'homme décrit dans les journaux à scandale ne correspondait en rien au véritable Adrien Beaumont, mais lui, pendant ce temps, ne lisait plus les journaux. Il continuait à organiser, à planifier, à rassurer Louane et Élise. Le déménagement officiel était enfin autorisé. Le jour où elles quittèrent la clinique, le ciel était gris, mais aucune goutte ne tomba. Adrien, tenant la main de Louane, accompagna Élise jusqu'à la voiture. Aucun discours, aucune caméra, aucun témoin. Juste une famille, recomposée à travers l'adversité, qui montait enfin vers un endroit qu'elle pourrait appeler maison. Le combat contre le système n'était pas terminé. Mais il venait de remporter sa plus belle victoire. La salle de conférence du 42e étage de la tour Beaumont n'avait jamais connu un silence aussi tendu. Les murs vitrés offraient une vue panoramique sur la ville, mais aucun des membres du conseil d'administration ne regardait Paris ce jour-là. Tous les yeux étaient rivés vers la tête de la table où Claire Morel, dans un tailleur beige sans un pli, ajustait calmement ses dossiers. À ses côtés, un écran projetait une présentation de ses propositions pour réorganiser les fonctions exécutives, répartir les pouvoirs et nommer un nouveau président-directeur général à la tête du groupe. Son ton était posé, sa voix sans heurts, chaque mot soigneusement pesé. Depuis plusieurs semaines, elle préparait cette offensive, tissant lentement une toile de contrôle, d'alliances et de soupçons destinés à marginaliser définitivement Adrien Beaumont. La majorité des membres présents, bien qu'internement divisés, s'étaient tus. Certains par opportunisme, d'autres par lassitude, beaucoup par prudence. Claire incarnait l'ordre, la stabilité, la gestion froide que le marché semblait désormais préférer à l'image entachée d'Adrien. Ce dernier n'était pas encore arrivé, et Claire entama son exposé sans attendre, affirmant que le Conseil ne pouvait plus être otage d'émotions privées, de décisions affectives, ni de comportements imprévisibles qui exposaient l'entreprise à des risques réputationnels. Elle évoqua la confiance des actionnaires, les engagements internationaux en attente, et conclut par une motion que la suspension d'Adrien soit prolongée indéfiniment, le temps qu'un audit complet de sa gestion passée soit mené. Mais à l'instant précis où elle s'apprêtait à soumettre sa motion au vote, la porte s'ouvrit. Adrien entra, vêtu d'un costume sombre, le visage fermé, les gestes mesurés. Il ne salua personne. Il alla directement à sa place, posa un dossier épais sur la table et, avant même que Claire n'intervienne, déclara d'une voix claire « Avant de voter, vous devez voir cela ». Il activa une télécommande et l'écran derrière Claire changea. Une série de documents s'afficha, échange d'emails internes entre Claire et des membres extérieurs au Conseil, contrat signé avec une société concurrente de Beaumont Technologies par le biais d'intermédiaires, notes internes falsifiées. Les preuves s'enchaînaient méthodiquement, construites avec rigueur, illustrées par des dates, des signatures, des liens directs. Un silence de plomb tomba sur la salle. Adrien ne haussa pas le ton. Il n'avait plus besoin de convaincre. Il exposa les faits. Claire avait depuis plus de 6 mois collaboré officieusement avec un groupe technologique allemand rival, leur fournissant des données stratégiques en échange d'un poste exécutif promis. Les documents présentés et validés par un cabinet d'audit indépendant étaient irréfutables. Claire, prise de court, tenta une défense molle, prétendant qu'il s'agissait de montage, de coïncidence, mais personne ne la croyait plus. La trahison était flagrante.
Adrien poursuivit sans triomphalisme. Il annonça qu'il renonçait à toute action judiciaire, à condition que Claire présente immédiatement sa démission et que le Conseil accepte une nouvelle proposition qu'il s'apprêtait à présenter. Les membres, déstabilisés, acceptèrent à l'unanimité. Claire blême quitta la salle sans un mot. Adrien, alors, prit la parole avec une gravité nouvelle. Il expliqua que cette crise lui avait permis de voir les limites d'un modèle d'entreprise fondé uniquement sur la croissance et la rentabilité. Il présenta un projet novateur, un programme social intégré, financé à hauteur de 10% des bénéfices nets de l'entreprise, destiné à l'accompagnement des familles en situation d'urgence sociale, la création de structures d'accueil et le financement de parcours éducatifs individualisés pour les enfants issus de la rue. Ce projet, baptisé Fondation Élise, serait lancé immédiatement, supervisé par un comité indépendant et rendu public par une plateforme transparente de gestion des fonds. Il ne demanda pas l'approbation. Il déclara simplement que c'était une décision qu'il prenait non comme PDG, mais comme héritier d'un nom qui ne pouvait plus se contenter de prospérer sans réparer. Contre toute attente, les membres du conseil se levèrent, un à un, et l'applaudirent. Non pas par obligation, mais parce qu'ils avaient compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Adrien n'était plus simplement de retour à la tête de l'entreprise. Il était devenu autre chose, un homme transformé par une épreuve, capable d'allier stratégie et compassion, pouvoir et responsabilité. L'Assemblée générale des actionnaires, convoquée 2 semaines plus tard, valida sans réserve le retour d'Adrien à la présidence. Les médias changèrent de ton. Les éditorialistes saluèrent le courage de sa démarche et même ses détracteurs reconnurent que, face à la complexité de l'affaire, il avait su rester digne. Mais au-delà des honneurs retrouvés, Adrien restait fidèle à une seule priorité. Ce même soir, il rentra à l'appartement où Louane l'attendait. Elle avait préparé une carte à la main avec des mots simples « Bienvenue chez nous ». Qu'Élise, toujours en convalescence mais désormais debout, souriait doucement depuis le canapé. Adrien s'assit, ouvrit les bras, et Louane s'y glissa naturellement. Il n'avait rien dit de la réunion, rien du conseil, rien de Claire, parce que ce qui comptait désormais n'était plus ce qu'il possédait, ni ce qu'il dirigeait. Ce qui comptait, c'était ce qu'il construisait, et il savait, au fond de lui, qu'il venait à peine de commencer. L'hiver approchait à grands pas, mais dans l'appartement situé au 4e étage d'un immeuble paisible du 15e arrondissement, une chaleur inattendue régnait. Non pas celle d'un chauffage central performant, ni celle d'un feu de cheminée, il n'y en avait pas, mais celle qui émane des lieux où l'on recommence à croire en demain. Louane s'éveillait chaque matin dans une chambre à elle, tapissée de dessins qu'elle avait elle-même accrochés, éclairée par la lumière douce qui passait à travers un rideau blanc à motifs floraux. Sur le bureau, ses manuels scolaires reposaient à côté d'un cahier de musique soigneusement annoté et d'un crayon que l'on n'avait pas besoin de surveiller. Cela faisait maintenant plusieurs semaines que Louane avait intégré l'école de son quartier. Sa rentrée s'était faite sans cérémonie, comme le souhaitait Adrien, mais avec un accompagnement discret et structuré. Une éducatrice spécialisée l'aidait à reprendre le rythme, à rattraper les années d'enseignement interrompues par la rue, et un professeur de musique, recommandé par le directeur de l'école lui-même, avait immédiatement détecté chez elle un talent brut, profond pour le piano. L'instrument, installé dans un coin du salon, était devenu le cœur sonore de la maison. Chaque jour à la même heure, Louane s'y installait d'abord timidement, puis avec une assurance nouvelle. Elle ne jouait pas pour être applaudie, ni pour impressionner qui que ce soit. Elle jouait pour comprendre le monde, pour faire parler cette voix silencieuse qu'elle portait depuis toujours. Adrien, fidèle à sa promesse, assistait à chacun de ces petits récitals improvisés. Il ne disait pas grand-chose. Il restait simplement là, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, les bras croisés, le regard fixé sur les mains fines qui dansaient sur les touches. Parfois, il fermait les yeux. Il y avait dans ces moments une sorte de paix, rare, que ni les victoires financières ni les discours d'actionnaires n'avaient jamais su lui offrir. Élise, de son côté, poursuivait sa convalescence. Sa santé s'était stabilisée, mais les cicatrices de la rue ne disparaissent jamais totalement. Elle passait ses journées à lire, à marcher lentement dans les environs avec une canne, à cuisiner de petites choses simples. Elle reprenait goût à une existence ordinaire, ce qui pour elle était une forme de luxe. Surtout, elle avait retrouvé sa place de mère.
non plus dans l'urgence ou la survie, mais dans l'accompagnement. Elle ne se mêlait jamais des décisions éducatives, mais participait aux devoirs, aux goûters, aux choix de vêtements, aux histoires du soir. Elle observait Adrien avec une reconnaissance discrète, jamais formulée, mais toujours lisible dans le calme de ses gestes. Un samedi matin, Louane rentra du marché accompagnée d'Adrien. Ils riaient tous les deux d'un vendeur un peu farceur qui leur avait offert un bouquet de carottes au lieu de roses. Ce genre de scène aurait pu paraître banal, mais pour eux, c'était tout sauf ordinaire. C'était une victoire. Adrien, en la regardant ainsi, se surprenait encore à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais su nommer. Ce n'était pas de la pitié, ni même un simple attachement. C'était un lien profond, indestructible, forgé dans la douleur mais cristallisé par le choix. Il n'avait pas seulement décidé de l'aider, il avait décidé de l'aimer. Pas comme on aime une œuvre ou un projet, mais comme on aime une personne qu'on n'a pas choisie, mais que le destin vous a confiée. Le soir même, Louane lui montra un devoir qu'elle devait présenter à l'école, écrire un petit texte sur ce que signifie avoir une maison. Elle avait griffonné quelques phrases simples, mais puissantes. Elle avait écrit que ce n'était pas un lieu, ni des murs, ni même un lit chaud. C'était un endroit où l'on n'avait plus peur de dormir, où les gens se souviennent de ton prénom, où l'on peut accrocher des dessins sans que personne ne les arrache. Adrien lut le texte sans rien dire, puis le rendit à Louane, le cœur noué. Le lien qui les unissait ne se définissait toujours pas en mots. Il n'avait pas été écrit dans des papiers officiels, ni annoncé dans un communiqué. Mais il s'inscrivait dans le quotidien, dans les gestes répétés, dans la présence constante, dans les silences qui n'ont plus besoin d'être comblés. Ils étaient devenus une famille, une forme de famille, sans nom précis, sans case, sans précédent. Et cela suffisait. Le dimanche suivant, Adrien invita quelques amis proches, triés sur le volet pour un dîner simple. Il voulait présenter Louane, non pas comme un cas ou une cause, mais comme une personne. Elle les accueillit avec une maturité étonnante, servit les boissons, présenta ses dessins, joua quelques notes sur le piano. Les invités furent touchés, sincèrement. L'un d'eux, un ancien journaliste reconverti dans l'édition, proposa même d'éditer les textes de Louane sous forme de petits contes illustrés. Elle rougit, n'osa pas répondre, mais nota l'idée dans un carnet. Adrien observa tout cela avec un calme presque méditatif. Il n'avait plus besoin de contrôle, ni d'explication. Il avait appris à vivre l'instant, à faire confiance au temps. Il n'y aurait pas de fin à cette histoire, pas de conclusion grandiose. Il n'y aurait que des jours à construire, des petits miracles ordinaires à protéger, des présences à chérir. Et c'était peut-être cela, la véritable réussite. Pas celle que l'on annonce dans les bilans ou que l'on célèbre dans les tribunes, mais celle que l'on vit dans le secret d'un appartement, au rythme d'une enfance retrouvée, d'une femme reconstruite, d'un homme transformé. Ce qu'ils formaient désormais, tous les trois, personne n'aurait su le prédire, mais tout le monde aurait dû l'espérer. Le froid de décembre s'installait doucement dans les rues de Paris, enveloppant la ville d'un manteau discret de brouillard et de silence. Les décorations de fin d'année commençaient à apparaître aux vitrines et une lumière chaleureuse filtrait entre les rideaux d'appartements illuminés. Dans l'un de ces foyers, au cœur du 15e arrondissement, Louane s'affairait à ouvrir un vieux carton que sa mère avait demandé à ranger depuis des semaines. Élise, plus forte chaque jour, avait insisté pour trier elle-même certaines affaires qu'elle avait réussi à conserver à travers les années, malgré les errances, les fuites, les pertes. Le carton était usé, couvert de rubans adhésifs jaunis, mais il portait une inscription encore visible « Pour Louane, à ouvrir quand elle sera prête ». Ces mots, écrits de la main tremblante d'Élise, avaient été copiés à partir d'une lettre qu'elle avait gardée précieusement, sans jamais oser l'ouvrir devant sa fille. Ce matin-là, elle jugea que le moment était venu. Adrien, comme à son habitude, se tenait en retrait, prêt à intervenir si besoin, mais laissant toujours à Élise la place qu'elle méritait. Louane, intriguée, retira le couvercle du carton avec soin. À l'intérieur, enveloppée dans un tissu fin brodé de motifs celtiques, se trouvait une lettre. Elle semblait ancienne, pliée en 4, entourée d'un ruban bleu passé. Louane la prit, la déplia lentement, puis regarda sa mère. Élise hocha la tête. « C'est de ta grand-mère », dit-elle simplement. Louane lut à voix basse. « Ma chère Louane, si tu lis cette lettre, c'est que le temps a enfin joué en notre faveur. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour te voir grandir, pour te tenir la main, pour te raconter les histoires de notre famille
comme ma propre mère me les racontait. Mais j'ai confié ce collier à ta maman avec une promesse, que tu le gardes jusqu'au jour où tu comprendras son importance. Il ne vaut rien en argent, il vaut tout en mémoire. Cette pierre bleue vient de notre terre, de Bretagne, là où la mer et le ciel se confondent. Elle a traversé les épreuves, les silences, les douleurs, les départs. Elle est ce qui reste quand tout s'effondre. Elle est la trace d'un passé qui refuse de se taire. La voix de Louane s'étrangla légèrement, mais elle continua. Si un jour tu croises quelqu'un que cette pierre semble toucher, que son regard change à sa vue, alors écoute ton cœur. Ce sera peut-être un lien, une réparation, un nouveau départ. Les pierres ne parlent pas, mais elles n'oublient jamais. Et moi, là où je suis, je t'accompagnerai. À toi, mon dernier cadeau. La possibilité de reconstruire ce que le temps a séparé. Louane resta un long moment silencieuse. Puis elle regarda Adrien, puis Élise, puis de nouveau la pierre suspendue à son cou. Elle la serra contre sa poitrine. Ce n'était plus un bijou, c'était un symbole, une encre. Un trait d'union entre des générations éclatées, dispersées, oubliées, mais qui refusaient de disparaître. Adrien s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de la fillette. « Tu sais, dit-il, je crois que ta grand-mère avait compris quelque chose que nous, les adultes, mettons parfois toute une vie à apprendre. »« Quoi ?» demanda Louane. « Que certaines rencontres ne sont pas le fruit du hasard, que parfois le destin attend juste qu'on soit prêt à l'écouter. » Le soir même, un repas simple fut partagé autour de la table. Élise avait préparé une recette de sa mère, une galette bretonne qu'elle n'avait pas cuisinée depuis des années. Adrien avait apporté un gâteau d'une pâtisserie discrète, le genre de geste qui semblait désormais naturel entre eux. Louane, après le repas, joua quelques morceaux au piano, dont une composition personnelle inspirée par la lettre. La musique emplit la pièce d'une douceur suspendue. Il n'y avait pas de grandes déclarations, pas de serments, juste des regards, des gestes, des silences habités. Une paix nouvelle s'était installée. Pas une paix naïve ou parfaite, une paix construite, fragile peut-être, mais réelle. Adrien savait qu'il n'avait pas effacé le passé, ni guéri toutes les blessures, mais il avait offert un chemin, impossible, et cela suffisait. Plus tard, en rangeant les affaires, Louane découvrit un petit objet caché au fond du carton. C'était un médaillon gravé, dont le mécanisme était presque rouillé. À l'intérieur, 2 initiales entremêlées, AB, les mêmes que celles d'Adrien. Élise, en le voyant, se figea. Elle expliqua que sa mère parlait parfois d'un frère qu'elle n'avait jamais connu, d'un enfant confié à une autre branche de la famille, séparée dans l'enfance. Ce frère s'appelait Armand, et il était le père d'Adrien. Le silence qui suivit fut profond. Une émotion dense flotta dans l'air. Sans un mot, Adrien serra la main de Louane. Le lien était plus ancien que ce qu'il croyait, plus profond, plus enraciné. Ce n'était pas un hasard. C'était une réconciliation programmée depuis bien longtemps, mais que seule une petite fille courageuse, une mère résistante et un homme transformé avaient su faire advenir. Ils restèrent ainsi, réunis dans une lumière douce, à mi-chemin entre les absents et les vivants. La pierre bleue brillait faiblement sous la lampe, et dans le silence, chacun comprit qu'il ne serait plus jamais seul.